Bismillah, salam alaikum. Mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo un exercice de l'électricité, bien sûr de l'examen national 2019, session de rattrapage, branche PC. Mais elle est valable pour les élèves des autres branches aussi. SVT, Sciences Maths, SE, SM. L'exercice, il va comporter le dipôle RL, le circuit RLC série et la modulation d'amplitude. Très bien. Marhaban. Voilà le texte. Alors, je vais essayer de lire le texte pour vous faire comprendre comment gérer l'exercice de l'examen. Alors, comme vous voyez, il comporte deux parties. Ces deux parties sont indépendantes. Voilà. Donc, une introduction, comme d'habitude, les condensateurs et les bobines jouent des rôles fondamentaux dans la plupart des appareils utilisés dans la vie courante, tels que les systèmes d'alarme, les dispositifs de diagnostic médical et les sondes thermiques. Bon, une introduction comme d'habitude pour donner une idée sur les phénomènes qui ont une relation avec ce qu'on va vous proposer dans l'exercice. Alors cet exercice se propose de déterminer dans sa première partie les grandeurs caractéristiques d'une bobine, qui sont quoi? Qui sont l'inductance L et sa résistance. Et aussi d'un condensateur. C'est quoi? C'est la capacité. Et après, d'étudier la modulation d'amplitude dans sa deuxième partie. Bien. Partie numéro 1. Étude du dipôle RL et circuit RLC série. Alors, grand 1. L'étude du dipôle RL. On réalise le montage schématisé sur la figure numéro 1. La voilà. Constitué des éléments suivants, alors un générateur idéal de tension de force. Donc ça veut dire un générateur de tension constante. Un conducteur ohmique de résistance R égale 40. Et une bobine d'inductance L et de résistance R. On n'a pas dit négligeable, donc il y a une résistance. Après, un interrupteur K. Alors, comme vous voyez, les voilà. Voilà le générateur, voilà l'interrupteur, la bobine et le conducteur ohmique. Alors, on ferme l'interrupteur K à un instant choisi comme origine des dates t égale 0. À l'aide d'un système d'acquisition informatisé adéquat, convenable, on obtient les deux courbes de la figure numéro 2 représentant l'évolution de la tension UR de T aux bornes du conducteur ohmique ainsi que celle de la tension UB aux bornes de la bobine. Cela veut dire, dans la figure 2, on va vous donner deux courbes. Regardez la première, c'est une fonction décroissante. Et la deuxième, comme vous voyez, c'est une fonction croissante. Alors, une, elle est pour UB et l'autre, c'est pour UR. Avec une tangente, comme vous voyez, la voilà, une tangente, voilà, elle est bien représentée. Tangente à la courbe numéro 2, à l'instant 0. Alors, vous voyez, T représente la tangente de la courbe numéro 2 à T égale 0. Alors, voilà la question numéro 1. Choisir parmi les courbes 1 et 2 celle qui représente l'évolution de UR de T. Après, en justifiant votre réponse. Deuxième question, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR. Alors, faites attention, le variable c'est UR. Elle s'écrit ainsi, donc voilà l'écriture. En déduire qu'en régime permanent, la tension aux bornes du conducteur ohmique a pour expression cette relation.
La voilà. UR égale RE divisé par la somme des résistances. Après, calculer la valeur de petit r et déterminer graphiquement la valeur de la constante du temps du dipôle étudié et vérifier que L égale 0,5. Henry. Alors, comme vous voyez, la deuxième partie, ça concerne un circuit RLC série. Alors voilà le texte. On charge totalement un condensateur de capacité C, puis on le monte en série un instant choisi comme origine des dates avec une bobine et le conducteur ohmique précédent, c'est-à-dire de résistance R égale déjà donné 40 je crois. Voilà la figure. Alors vous voyez, le condensateur, on va le brancher avec la bobine et un conducteur ohmique. Après, les courbes de la figure 4 représentent l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur et celle de l'intensité et du courant qui circule dans le circuit. Oh, regardez. La première courbe, comme vous voyez, UC en fonction de T. Et la deuxième, c'est pour le courant qui circule dans le circuit en fonction de T. On vous a donné deux variables. Et vous avez des questions. Les voilà. Quel régime correspond aux courbes de la figure numéro 4. Sachant que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre T0 de l'oscillateur électrique, déterminez la valeur de la capacité C. On prend pi carré égale 10 pour le calcul. Et à l'aide des deux courbes de la figure 4, calculez l'énergie totale. ET1 du circuit à un instant T1 égale 9 millisecondes. Bien. Alors, comme d'habitude, je vous laisse voir le texte. Essayez de faire pause pour lire tranquillement. Après, vous passez à la suite, la voilà. Et après, voilà la suite. Et voilà aussi la dernière partie concernant la modulation. Et je vais essayer de parler en détail de cette partie dans la partie solution. Bien, une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution. Pardon. Alors, je vais vous donner une solution bien détaillée en faisant un rappel à chaque fois des notions déjà vues dans la partie électricité. Alors, comme vous voyez, la partie numéro 1, ça concerne l'étude d'un dipôle RL et aussi le circuit RLC série. Donc, je commence par le dipôle, comme vous voyez, RL. On vous a donné la tension, la force électromotrice du générateur et la résistance du conducteur ohmique avec une bobine de L et R inconnue. Et voilà le montage du circuit. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, bien sûr, il y a passage d'un courant. Regardez le sens du courant, il est toujours comme le sens de tension du générateur. Parfois, on vous demande de représenter les tensions en convention récepteur. Alors, regardez, le courant, il va descendre. Dans les récepteurs, la tension, il est toujours de sens opposé. Voilà UB et voilà UR. Alors, on vous a dit choisir parmi les deux courbes que vous voyez, 2 et 1, celle qui représente l'évolution de la tension UR et justifier la réponse. Bien. Alors, voilà comment on va justifier pour choisir la courbe. On sait que UR, c'est toujours RI, c'est la loi d'Ohm. Et puisque AT égale 0, I égale 0, alors si je remplace I par 0, j'aurai UR aussi égale 0. Oh, la courbe qui commence de 0,
c'est la courbe numéro 2. Donc, c'est la courbe numéro 2 qui correspond à UR. Donc, voilà. Donc, la courbe qui représente l'évolution de UR, c'est la courbe numéro 2 qui passe par l'origine. Parce que l'autre courbe, à l'instant 0, il ne passe pas par l'origine. Donc, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Pardon. Après, on vous demande de montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR s'écrit comme ça. Alors, d'habitude, on vous demande d'établir l'équation différentielle. Maintenant, on vous demande de montrer que l'équation s'écrit sous cette forme. Alors, vous allez refaire la même chose que vous faisiez toujours dans les exercices. On commence par la loi d'additivité des tensions. Faites attention. Dans un circuit, il y a des récepteurs et des générateurs. Alors, toujours dans la loi d'additivité, regardez la somme des tensions des récepteurs égale à la somme des tensions des générateurs. Bien, combien de récepteurs on a? On a la bobine et le conducteur ohmique. Donc voilà, UR plus UB. Parfois, on symbolise UB par UL. Alors faites attention, maintenant, lui a donné le symbole B. Égale la somme des générateurs, on a un seul générateur, donc égal à E. Donc voilà, la loi d'additivité de tension. Avec, alors regardez, UR, c'est toujours RI. Mais nous, on ne cherche pas le variable, I, on cherche le variable UR. Donc, ce n'est pas la peine de remplacer UR par RI. Je garde UR dans l'équation, parce que c'est un variable. Alors, le UR, il reste. La voilà comme tension. Mais UB, UB au bord de la bobine, c'est toujours RI plus LDU. Je vais la remplacer. Voilà. Égale à E, la voilà. Mais n'oubliez pas que on n'a pas besoin de I, ni de DI sur DT. Alors, on sait que UR égale RI. Je fais sortir le I, donc c'est 1 sur R UR. Alors, je cherche sa dérivée. Donc, sa dérivée, la dérivée de I, c'est 1 sur UR, je les ai séparés, voilà, multiplié par la dérivée de UR. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? De remplacer le I ici et de remplacer le DI, pardon. Je dois remplacer maintenant le I ici et le DI là. Qu'est-ce que je vais avoir? Regardez, le UR, il reste. Au lieu de RI, je laisse le R et au lieu de I, je vais mettre cette fonction. Et elle, la voilà. Au lieu de DI sur DT, je vais mettre cette fonction-là. Et voilà, égal à E, toujours, n'oubliez pas égal à E. Et comme ça, je peux factoriser, si vous voulez, le UR. La voilà. UR multiplié par 1 plus R. R multiplié par 1 sur R, c'est R sur R, voilà. Plus L1, c'est R, voilà. Donc, c'est une écriture simple. Je peux maintenant les mettre au même dénominateur. Je vais multiplier le bas et le haut par le grand R. J'obtiens cette relation-là. Multiplier toujours par UR plus L sur R du R sur T. Voilà. Oh, ils nous ont demandé de montrer que l'équation, regardez, comment ça s'écrit, regardez, DUR avec un coefficient 1. Donc, je vais supprimer le coefficient que j'ai là. Donc, ce coefficient-là, je vais le supprimer. Pour le supprimer, je vais multiplier par l'inverse. Alors, je multiplie toute l'équation par R sur L. Alors, regardez, je commence par la deuxième. L sur R, ils vont se simplifier. Il me reste du R sur dt. Et là, je vais multiplier par R sur L. Regardez, je vais simplifier le R avec R. Il me reste R plus R sur L multiplié par R. Et celui-là, c'est RE divisé par L. Et voilà ce qu'ils nous ont demandé de montrer.
Troisième question, en déduire, c'est-à-dire à partir de cette équation. Qu'en régime permanent, la tension aux bornes du conducteur ohmique a pour expression UR égale. Alors voilà, on a déjà montré cette équation différentielle. Et on sait que UR égale RI et I égale 1 sur R multiplié par UR. Bien. Alors, au régime permanent, qu'est-ce qu'on a au régime permanent? I, il est égal à un courant IP qui est constante. Et sa dérivée, à quoi est égal? 0. Bien, regardez, IP c'est une constante. Donc UR au régime permanent égale à RIP. Je remplace le I par IP. Oh, R est une constante et IP est une constante. Donc la dérivée de UR est égale à quoi? À 0. Alors je n'ai qu'à remplacer UR là et DUR ici. J'obtiens 0. Voilà, regardez. DUR c'est 0. R plus R divisé par L, la voilà, multiplié par UR, la voilà, au régime permanent, égale à RE divisé par L, la voilà. Alors comme ça, je peux déduire le UR. Alors le UR égale, alors je vais passer dans l'autre côté, j'obtiens cette expression avec simplification de L. Alors c'est ce qu'on vous a demandé de montrer. Donc ça, c'est UR au régime permanent. On vous demande de calculer la valeur de petit r. Oh, on vous a demandé de montrer cette relation. On va l'exploiter, bien sûr. Alors, pour calculer ce petit r, je vais faire passer cette somme de l'autre côté et UR de l'autre côté, j'obtiens cette expression. Et comme ça, je peux déduire le R, c'est une équation mathématique. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Je connais E, je connais R, il me reste le UR qui est au régime permanent. Oh, d'après la courbe numéro 2 de UR de T au régime permanent, où est la courbe de UR? On a déjà montré que c'est bien cette courbe. Où est le régime permanent? C'est bien cette partie-là. Donc la tension dans cette partie-là, il est égal à cette valeur-là. Voilà UR au régime permanent, égal à 8. Alors maintenant, je vais remplacer le R avec 8, avec les autres données, et j'obtiens exactement 10 ohms. Cinquième question. On détermine graphiquement la constante du tantôt. D'après la figure numéro 2, regardez, j'ai une tangente. Alors regardez la tangente. Alors la tangente à l'instant 0 pour la courbe de UR, qui est la même presque allure pour le courant parce que UR et I sont proportionnels. Le point d'intersection entre l'asymptote et la tangente, ce point-là, sa projection, elle est exactement égale à tau. Alors d'après la courbe, c'est 0,01 et je n'oublie pas l'unité, c'est seconde. Voilà. On vous demande de vérifier que L égale 0,5. C'est comme si on vous demande de calculer L. Voilà. Alors vous savez que dans le dipôle étudié, c'est quel dipôle? Le dipôle 1, regardez le schéma. C'est un dipôle RL avec un générateur, c'est-à-dire le cas d'un échelon montant de tension. Alors, soit dans le cas d'un échelon montant ou bien dans le cas de l'échelon descendant, pour un dipôle RL, toujours tau égale L sur la somme des résistances du circuit. Et les résistances du circuit, il y a le grand R et le petit r de la bobine. Oh, comme ça je peux déduire le L. Je vais multiplier le taux par cette somme et j'obtiens L égale. Et je n'oublie pas qu'on a déjà déduit taux, voilà, en secondes.
et on connaît R et on a déjà calculé petit r. Et voilà, comme ça, on trouve la valeur demandée ou bien la valeur à vérifier. Maintenant, on passe à la deuxième partie ou bien la deuxième question, parce que la partie 1 comporte deux questions, grand 1 et grand 2. L'étude du circuit RLC série. Alors, on vous a dit qu'on charge le condensateur et on le branche avec une bobine et un conducteur ohmique. Comme ça, j'obtiens RLC, un circuit monté en série. Bien. Alors, vous avez des courbes de I en fonction de T et UC en fonction de T. Bien. Alors, quel régime, première question, correspond aux courbes de la figure numéro 4? Alors, regardez la figure numéro 4. À l'instant 0, regardez l'amplitude. À un autre instant, regardez l'amplitude, il devient plus petite. Donc, il y a amortissement. De même, il y a une grande amplitude. Alors, regardez l'amplitude. Au cours du temps, il diminue. Donc, puisqu'il y a amortissement, parce qu'il y a une amplitude variable, bien sûr décroissante, donc le régime n'est pas périodique. C'est un régime pseudo-périodique. Voilà le régime. Sachant que la pseudo-période est approximativement égale à la période propre de l'oscillateur électrique, déterminez la valeur de la capacité C et en prenant les calculs P carré égale 10. Alors voilà ce qu'on vous a dit. Sachant que la pseudo-période est égale à la période propre. Avec la pseudo-période, je peux la déterminer. Regardez, c'est la durée entre deux sommets successifs. Alors regardez, entre deux sommets, le premier et le deuxième. Alors voilà, entre ces deux, il y a une durée, voilà T. Donc est égal à quoi? Égal à 10. Alors regardez, T égale à 10. Avec T0 égale 2pi racine carrée de LC, ça c'est une formule. Alors comme ça, je peux écrire T égale 2pi racine carrée de LC. Je vais l'élever au carré, alors ça devient comme ça. Et comme ça, je peux déduire le C, la voilà. Il ne me reste qu'à faire une application numérique avec T égale 10 millisecondes. Et n'oubliez pas de la convertir en secondes. Et 4, la voilà. Le P carré, on l'a remplacé avec 10. Et le L, on l'a déjà vérifié. Et comme ça, j'obtiens 5, 10 moins 6 farad. Et n'oubliez pas qu'un microfarad égale toujours 10 moins 6 farad. Et comme ça, je peux écrire 5 microfarads si je veux. Alors maintenant, la question 3. Calcul de l'énergie totale du circuit. Un instant T1 égale 9 millisecondes. Oh, c'est quoi l'énergie totale d'un circuit LC ou RLC? C'est l'énergie électrique du condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine. Avec l'énergie électrique, c'est 1 demi C UC carré et de la bobine, c'est 1 demi LI carré. Donc, je peux remplacer le EE là et le EM ici. J'obtiens cette formule. Alors, je cherche l'énergie un instant T1 égale 9 millisecondes. Donc, l'énergie à l'instant T1, on l'a nommé ou bien représenté par ET1 égale 1 demi C UC à l'instant T1 au carré. De même, 1 demi L U à l'instant T1 au carré. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à chercher pour faire les calculs? Il me reste à déterminer UC à l'instant 1 et I de T à l'instant 1. Alors voilà, à l'instant T1 égale 9 millisecondes, je peux reprendre les courbes. Voilà. Regardez d'après les courbes. Alors, il faut savoir lire, sinon vous aurez un problème.
Alors, où est le 9 millisecondes tout d'abord dans la figure? Il faut la montrer. Pardon, je vais essayer d'utiliser des lunettes, comme ça pour bien voir. Alors, c'est une question de mathématiques. Alors, entre le 5 et le 10, il y a 5 unités. Donc, chaque deux divisions, il comporte une unité. Alors, comme ça, j'aurai 6, 7, 8 et 9. La voilà 9. Je peux faire une projection maintenant. Alors, je projette le temps 9 millisecondes. Je cherche le correspondant. Voilà. C'est là. C'est plus que 4. Entre 4 et 8. Alors, de même ici, vous avez 2,5. 2,5. Cela veut dire chaque deux divisions correspondent à une unité. 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà le temps 9 millisecondes. Je cherche le correspondant, voilà. C'est bien là. Donc entre 7,5 et 15. Il faut savoir faire la lecture. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Alors pour UC, on a trouvé 4,8 volts. Et pour le I, j'ai trouvé 12 milliampères. Alors je n'ai qu'à remplacer. Voilà, application numérique. C, c'est déjà montré. La voilà. Et le UC, voilà ce qu'on a trouvé dans la lecture, au carré. Et pour le L, on vous a déjà montré. Et le I de T, on l'a déjà trouvé, c'est 12. Et n'oubliez pas de la convertir. Comme ça, je trouve cette valeur. Bien. Maintenant, la partie numéro 2. Comme vous voyez, la modulation d'amplitude. Alors regardez, c'est un scénario qu'on vous dit souvent dans les exercices. Je vais le lire. Pour obtenir un signal sinusoïdal modulé en amplitude, on réalise le montage schématisé sur la figure 5. La voilà. Où X, voilà le X. Il représente un circuit intégré qu'on appelle multiplieur, qui a deux entrées E1 et E2 et une sortie S. Donc voilà l'entrée numéro 1, l'entrée numéro 2 et la sortie S. Normalement, il a 8 pôles, mais les autres ronceaux du Béras, on n'a pas besoin pour l'alimentation, pour autres fonctions. Donc ce qui nous intéresse, ce sont seulement les deux entrées et la sortie pour notre modulation. Alors regardez, on applique à l'entrée E1 la tension U1. Voilà, à l'entrée 1, il y a une tension U1. Voilà l'expression. Avec U1, c'est une composante continue de la tension. Alors n'oubliez pas, lorsqu'on vous donne à une entrée une tension qui est égale à une fonction plus une composante, cette fonction, elle représente toujours le signal modulant ou bien l'onde qu'on veut envoyer. Et I0, c'est une constante. Alors que à l'entrée E2, la tension, c'est U2 d'expression. Oh, lorsqu'on vous donne dans une entrée une seule fonction, alors n'oubliez pas que cette fonction, c'est la porteuse. C'est-à-dire l'onde de grande fréquence. Et comme d'habitude, la tension modulée en amplitude obtenue à la sortie. Donc à la sortie, on obtient une tension U3 qui représente le signal modulé. Et U3. Son expression, voilà l'expression de la tension modulée qui va nous aider pour
déduire autre grandeur. La question, déterminer la fréquence FP de l'onde porteuse et la fréquence FM de l'onde modulante. Après, calculer le taux de modulation petit m et on vous pose la question, est-ce que la modulation est bonne? En justifiant votre réponse. Très bien. Alors voilà, j'ai essayé de détailler les choses pour vous mettre dans la bonne position pour déduire et répondre facilement. Alors, dans l'entrée 1, on a une tension U1. Regardez, cette tension, elle comporte une somme. La première, c'est la composante continue. Et la deuxième, c'est toujours le signal modulant. Et le signal modulant, c'est celui qui va avoir une fréquence qu'on va nommer fréquence du modulant. Ici, il est symbolisé F1. Et pour la deuxième entrée, il y a une seule fonction. Donc, c'est la porteuse. Donc, la fréquence de porteuse, c'est toujours la fréquence la plus grande. C'est ce qu'on va nommer F2. Alors, dans la sortie, on va donner l'onde modulée. Donc, la tension de l'onde modulée. Donc, voilà l'expression. Alors, on vous demande la fréquence de l'onde porteuse et la fréquence de l'onde modulante. Alors, je vais justifier en passant par des étapes. Et après, par la suite, vous pouvez déduire facilement, bien sûr. D'après l'expression de la porteuse. Donc, la porteuse, ça veut dire que sa fréquence F2, c'est ce qu'on va nommer Fp. Et d'après l'expression de l'onde modulante, qui est U1, donc la fréquence F1, elle représente Fm. Mais d'après l'expression de l'onde modulée qu'on vous a donnée U3, qui peut s'écrire sous la forme U3 égale l'amplitude multiplié par la cosinus de, et je n'oublie pas toujours que la fréquence du signal modulé, c'est la fréquence de l'onde porteuse, Fp. Avec UM, il représente toujours l'amplitude du signal modulé et qu'on vous a déjà montré qu'il peut s'écrire sous cette écriture-là. A multiplié par la somme de m cos de pi fmt plus 1. Alors, je peux remplacer le UM par cette expression. La voilà. Multiplié par le cosinus, qui est la voilà comme fonction. Eh bien, on vous a donné une écriture. U3 égale 0,1 multiplié par 0,6 cos, etc. Pour écrire cette équation sous cette forme, regardez ici, j'ai un 1, alors que là, j'ai une somme de plus 0,8. Je vais faire sortir ce 0,8 à l'extérieur. La voilà. Alors, le 0,6 maintenant, il va être divisé par 0,8 pour qu'il y ait simplification, si je veux. Cosinus, et là, il me reste un 1. Avec un cosinus qui reste toujours de la même manière. Eh bien, maintenant, je peux faire une identification ou bien une analogie entre l'équation théorique et l'équation donnée. Ils se ressemblent. Donc, cela veut dire que cette fréquence-là, elle est bien cette fréquence. Regardez, le coefficient de temps, je change de couleur, voilà, ce coefficient-là, il est le même que celui-là. Regardez le 1, le voilà. Le coefficient de cosinus qui est m, il doit être cette valeur.
Et la constante externe, elle doit être celle-là. Oh, le cosinus à l'intérieur de πfm, il doit être égal à ce coefficient-là, qui est le coefficient de temps. Et comme ça, par identification, je déduis. Regardez. Regardez l'identification. C'est quoi 2πfm de t? C'est bien 2π 10 4. Là, voilà. C'est quoi 2π f de p? C'est bien ce coefficient 6π 5. Et comme ça, je peux déduire le fm. Je divise 2π avec 2π, il me reste 10 4. Et je divise par 2π là. 6π divisé par 2π, c'est 3, 10 5. Et voilà, j'ai répondu à la question. Alors, le taux de modulation, petit m. Oh, toujours par identification. C'est quoi le petit m? Regardez là. Regardez ce coefficient. Ce coefficient m, il est bien cette valeur, qui est égale à cette valeur-là. Donc, le petit m, c'est 0,6 divisé par 0, ce qui est 0,75, 100 unités. Eh bien, dans la dernière question, est-ce que la modulation est bonne? Bien sûr, elle est bonne. Pourquoi? Parce que le m qu'on a trouvé, il est inférieur à 1. Et en plus, je peux ajouter la fréquence de l'onde porteuse, elle est très supérieure à fm. Et exactement, il doit répondre à cette question. Supérieur ou égal à 10 fm. Eh bien, regardez les valeurs qu'on a trouvées. 3, 10, 5, 10, 4. Cela veut dire que fp égale 30, 10, 4. Ça veut dire égal à 30 fm. fm. Voilà. Donc, cela veut dire que fp est supérieur ou égal, il vérifie cette relation. Donc, il est 30 fois supérieur à 10 fm. Voilà. Donc, 3 fois 10 m, ça veut dire 30 fm. Bien. Je suis arrivé à la fin de la solution. Alors, j'espère que vous avez bien compris la solution. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, n'oubliez pas de faire j'aime et aussi de faire des commentaires pour nous aider à faire propager notre chaîne. Parce que YouTube, il fait la publicité de la chaîne avec vos commentaires, avec vos j'aime aussi. لكن اللي مهم عندي هو غير شي دعوة زوينة في الكومنتار. يلا تحياتي إلى اللقاء.